Donc, voilà, c'est parti. Alors, bonjour à tout le monde. On va aussi attendre là, que les gens se connectent tranquillement. On a quand même un peu plus de 150 personnes qui se sont inscrites à l'activité. Donc, aujourd'hui, en fait, pendant le mois de juin, c'est aussi le mois de la fierté LGBTQ+, qui est plus souvent appelé le mois de la fierté en Amérique du Nord. Donc, c'est une célébration internationale qui a lieu au mois de juin de chaque année pour rappeler le combat pour les droits LGBTQ+, puis qui est lié à la marche des fiertés. Donc, le mois des fiertés, c'est également un événement qui est issu des émeutes de Stonewall du 28 juin 1969 à New York. C'est d'ailleurs pourquoi je vous ai déposé le lien vers un article qui a été produit par Radio-Canada qui parle un peu des émeutes de Stonewall. Donc, si vous voulez aller le consulter suivant l'atelier, ça pourra faire partie de vos enseignements en lien avec le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a choisi de solliciter notre conseillère en équité, diversité et inclusion, donc Geneviève Quindon, pour l'atelier qui est intitulé « Diversité sexuelle et de genre, s'outiller pour mieux comprendre nos collègues ». Donc, mon nom, c'est Marie-Ève Nessar. Je suis à la coordination de la communauté des veilleurs, mais c'est un atelier aujourd'hui qui est ouvert à tous, là, étant donné qu'on voulait justement sensibiliser le plus grand nombre de personnes possible. À cet effet, à la fin de l'atelier, on va vous partager, bien, en fait, dans la journée, vous allez recevoir le lien vers l'enregistrement, le PowerPoint, les outils que Geneviève va vous partager. Donc, n'hésitez pas à les partager à plus grand nombre aux gens de vos équipes. C'est des documents là, que vous avez, qu'en fait, qu'on vous encourage même à partager pour augmenter la sensibilisation sur le sujet. Donc, voilà, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à utiliser le clavardage. Je vais soutenir Geneviève là, qui va être en partage d'écran pendant la présentation. Donc, question de clarification habituellement pendant la présentation, puis 5 minutes à la fin qu'on va réserver si vous voulez adresser d'autres questions plus particulièrement pour notre invité d'aujourd'hui. Alors voilà, sur ce, Geneviève, je te passe la parole. Merci Marilyn. Donc, bonjour tout le monde. Bon, Marilyn m'a déjà présenté, donc Geneviève, je suis aussi veilleure et conseillère à l'EDI. Et depuis peu, je suis aussi répondante pour les lignes directrices du ministère sur la diversité sexuelle et de genre. Donc, je viens vous parler de ce sujet-là vraiment dans mon rôle de conseillère à l'EDI. Tu sais, je ne suis pas une experte sur la question. On a des experts là, sur les enjeux là, de la diversité sexuelle et de genre, des médecins dans l'établissement, des psychologues. Donc, je ne suis pas une experte, mais je viens vous parler. Puis, j'essaie de faire ma présentation pour que ça soit cohérent dans votre rôle de veilleur. C'est sûr que ça peut susciter toutes sortes de questions, notamment si on a des soignants, des intervenants là, qui sont. C'est sûr que on sait, on a des usagers, usagères de la diversité sexuelle et de genre. Je n'ai pas axé ma présentation sur cet élément-là. Je n'aurais pas les connaissances et les compétences pour le faire, mais c'est sûr qu'il y a certains outils, si on parle du vocabulaire, bien là, c'est utile autant pour nos collègues que pour les usagers, usagères. Donc, si ça vous tente d'ouvrir votre écran, gênez-vous pas. C'est comme si je parlais à Marilyn. C'est toujours plaisant de parler à Marilyn, mais s'il y en a que ça leur tente d'ouvrir leur écran, ça me ferait plaisir. Donc, est-ce que vous voyez l'écran? Oui, super. Oui, merci. Donc, rapidement, l'objectif, c'est juste d'échanger, de vous informer. Puis effectivement, gênez-vous pas si vous avez des questions en cours de route. Oui, on va se garder un temps à la fin, mais vous pouvez aussi les poser en cours de route. Puis je vais aussi vous présenter un outil qu'on a fait, l'équipe EDI, sur les premières interactions que je pense qu'il pourrait vous être utile. Peut-être que vous le connaissez déjà. On l'a déjà diffusé, mais je pense qu'il n'y a pas encore, il ne s'est pas encore beaucoup promené dans l'établissement. Donc, je vais faire un petit rappel du contexte, vraiment pas longtemps, mais je trouve ça quand même intéressant de se positionner où se positionne notre établissement par rapport à ça.
Après ça, je vais vous parler de manière générale sur la diversité sexuelle et de genre. Je vais vous donner des définitions, des petits vidéos, là, certaines statistiques aussi. Après ça, je vais vous présenter l'outil, un petit peu l'écriture inclusive, puis des ressources aussi qu'on a à notre disposition si on veut en savoir plus. Donc, rapidement, je suis déjà venue ici aussi pour présenter la politique sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc, je ne referai pas cette présentation-là, mais juste pour dire qu'on a quand même 2 de nos principes directeurs, hein, qui sont d'adapter nos environnements, nos pratiques, nos communications, nos outils. Donc, on veut effectivement s'adapter. Là, dans ce cas-ci, on parle pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Puis nos rôles et responsabilités comme membres de la communauté interne, ben, on veut avoir une conduite qui est empreinte de civilité et de respect. On veut faire preuve d'ouverture envers les pratiques qui visent le DI. Et aussi, on veut participer activement à l'actualisation de la politique. Donc, on veut appliquer ces principes-là, autant dans notre rôle de veilleur que dans notre rôle d'intervenant ou de collègue ou de membre d'une équipe. C'est juste pour placer un petit peu le contexte. La politique est disponible sur l'intranet. Et puis aussi, c'est ajouté récemment dans la stratégie de l'organisation, hein, une grande stratégie 23-27. Il y a un des objectifs spécifiques, hein, qui porte sur on veut des milieux où on retrouve de l'équité, de la diversité, de l'inclusion. Ensuite, juste quelques éléments au niveau de la loi, mais tu sais, la diversité sexuelle et de genre est protégée par la Charte des droits et libertés, ce qui veut dire qu'on ne peut traiter une personne différemment en raison de différentes caractéristiques personnelles, dont l'identité ou l'expression de genre qui a été rajoutée récemment en 2016. Donc, ce n'était pas présent avant dans la Charte, c'est présent. Ce qui veut dire, hein, que légalement, hein, on est légalement tenu, hein, d'adapter nos pratiques pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Ensuite, un autre élément d'information, c'est que le ministère aussi a pris des engagements envers les personnes de la diversité sexuelle et de genre. C'est très récent, c'est 2023, il y a des lignes directrices qui ont été émises. Je vais toutes vous envoyer les liens si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse et d'en savoir plus. Rapidement, je vais juste vous dire, c'est qu'il y a des résultats qui sont attendus de la part des établissements de santé. Donc, chaque établissement a dû nommer une personne répondante. Et ce qui est attendu, c'est que vous voyez, c'est très, dans le fond, on était déjà pas mal parti dans le bon sens, un établissement. On veut un accueil des milieux, des soins et services qui soient inclusifs et sécuritaires. On veut que le personnel du réseau développe ses compétences et puis des engagements là, pour un système plus inclusif. Puis la raison pour laquelle le ministère a pris ces engagements-là, les raisons, ben oui, il y a la question de la justice sociale, de l'équité, mais c'est aussi parce qu'on sait, hein, que les personnes LGBTQ+, sont plus susceptibles de connaître certains problèmes de santé physique et certains problèmes de santé psychologique que la population en général. Et le fait qu'elles soient plus à risque, ce n'est pas parce qu'elles sont, hein, LGBTQ+, mais bien parce que le contexte, hein, être membre de la communauté LGBTQ dans le contexte actuel où ça peut causer beaucoup de stress, des fois on a moins accès au réseau de la santé, donc toutes ces circonstances-là font qu'on est plus à risque. Ça va jusqu'à présent, parfait, je continue. Dernier élément de contexte, on a dans notre établissement une UETMIS, qui est une unité d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé et services sociaux. Je vois Marie-Pierre à l'écran, donc Marie-Pierre qui est veilleure et qui est conseillère à l'UETMIS. L'UETMIS a fait un gros travail qui a duré à peu près 3 ans. Pour répondre à la question comment on peut améliorer la trajectoire de soins et de services pour les personnes trans et non-binaires. Donc, il y a 2 rapports qui sont disponibles. Si jamais ça vous intéresse, je vais vous donner les liens. C'est juste pour vous placer un petit peu le contexte, hein. Il y a plusieurs éléments de contexte qui font qu'actuellement, on souhaite sensibiliser notre communauté interne aux réalités là, des personnes de la diversité sexuelle et de genre.
Puis rapidement, les rapports, là, vous imaginez, il y a beaucoup de détails dans les rapports, mais le premier rapport, ce qui est ressorti surtout, c'est l'importance du contexte organisationnel. Fait au-delà des soins et services qu'on offre aux personnes, comment on les accueille dans notre établissement. Et ensuite, il y a plusieurs recommandations là, spécifiquement sur la trajectoire de soins et de services. Donc, toute la question des formulaires, les services qu'on offre spécifiques pour les personnes trans et non-binaires, les lettres pour recommander, pas les lettres, excusez-moi, mais la prescription d'hormonothérapie, nos espaces aussi, nos salles de bain, nos vestiaires. Donc, beaucoup de recommandations par rapport à ça. Ce n'est pas l'objectif de la rencontre aujourd'hui, mais je vais vous donner les liens si jamais ça vous intéresse. Puis je peux vous dire qu'on a un groupe de travail là, qui va commencer ses travaux à l'automne pour justement voir comment on met en place ces recommandations-là. Ça va pour les éléments plus de contexte? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ça va? OK. Donc là, on va parler plus de la diversité sexuelle et de genre comme telle. Puis là, on dit, des fois, on dit LGBTQ+, des fois, on peut le dire au long, LGBTQ, là, je ne me souviens pas, IA2. Donc, là, moi, je vais utiliser le chapeau, là, diversité sexuelle et de genre, parce que ça englobe pas mal toutes les diversités, mais c'est sûr qu'il y a des spécificités. Si jamais ça vous intéresse, là, on va en parler un petit peu plus tard. Là, je pensais juste commencer avec un petit témoignage. Fait que là, c'est la technologie qui n'est pas mon fort. Hop, vous voyez là, je suis déjà en train de... OK. Donc, un petit témoignage qui est issu de la formation Transdiversité Plus. Je vais vous en parler tantôt. Donc, c'est à peu près 2 minutes. Faites juste me dire si vous entendez. Je m'appelle Victor Bertrand-Ouellette. J'ai 21 ans. Je m'identifie comme gender fluid à l'intérieur de la grande famille et du spectre non-binaire sous le parapluie trans. Fait que si je pourrais le placer, mettons, en différentes couches, je dirais que la première couche serait le sexe, donc le genre attitré à la naissance, associé aux organes génitaux que le docteur a observés à la naissance, qui vont être aussi ce qui va être écrit sur le certificat de naissance. Ça, c'est physique. Ensuite, t'as ton identité de genre, t'as comment toi tu te sens par rapport à toi-même en faisant fi de ce que t'as dans les pantalons ou ailleurs. Puis ensuite, t'as ton expression de genre, c'est comment tu décides d'exprimer ton genre. Ça dépend pas nécessairement de ton sexe attitré à la naissance, puis ça dépend pas nécessairement non plus de ton identité de genre. Dans certaines situations, mon expression de genre est beaucoup plus typiquement masculine, même si je suis une personne gender fluid, même si je suis assigné homme à la naissance. J'aurais pu être assigné femme à la naissance, puis être gender fluid, puis être socialisé homme, parce que je décide d'exprimer mon genre de manière plus masculine. Fait que c'est des concepts qui sont assez distincts. Dans beaucoup de cas, en fait, c'est des concepts qui vont être reliés ensemble, mais c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire que ça soit cohérent entre tous ces étages-là pour être valide aussi, pour être une personne trans ou non-binaire. Donc, est-ce que vous revoyez l'écran du PowerPoint? Oui, merveilleux. Donc, le témoignage de Victor, juste pour vous dire, c'est quelque chose qui est dans la formation Transdiversité 2. Je vous la recommande fortement, on va en reparler tantôt. Je trouvais ça une belle introduction à tout un petit peu comme la complexité de ce que c'est la diversité sexuelle et de genre. Au début, tous les termes. Puis en même temps, comme je trouve la simplicité, là, c'est comme une personne qui nous parle de ses préférences. J'aimais bien cette vidéo-là. Puis là, je vais vous donner plus de... Je ne sais pas s'il y en a qui voulaient réagir aux vidéos. Il y a eu beaucoup de cœurs, en tout cas, qui ont oui, OK, je suivant les ai la pas vus. présentation. Tu ne les vois pas? Oui. Non. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions des gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre le micro pour réagir aux vidéos?
Pas de stress, sinon vous pouvez réagir au long de la présentation. Dans le clavardage, il y avait Chloé qui avait dit, par exemple, qui avait visionné la formation Transdiversité 2 dont tu vas parler plus tard, là, puis qui la conseille aussi. Super, merci Chloé. Je vais reprendre certains des concepts qu'a mentionné Victor. Je ne sais pas si vous connaissez la licorne du genre, c'est assez connu comme image. Je trouve ça le fun pour aller distinguer un petit peu. Tu sais, d'abord, on a le sexe assigné à la naissance, donc c'est la première chose. Donc, à la naissance, comme le dit Victor, le médecin va dire c'est une fille, c'est un garçon ou c'est intersexué. Donc, c'est clair, c'est en fonction des parties génitales. Ensuite, l'identité de genre. Là, dans l'image, c'est un petit peu plus au niveau des pensées, au niveau de l'esprit. Donc, c'est comment je me sens. Est-ce que je me sens comme une fille? Est-ce que je me sens comme un garçon? Ou autre genre, ça peut être non-binaire ou fluide, comme a mentionné Victor. Donc, non-binaire étant, je me sens ni comme un garçon, ni comme une fille. Fluide, ça veut dire que ça peut changer avec le temps. Il y a d'autres aussi, je pense qu'il y a quelques autres possibilités, mais ce sont les majeures. Ensuite, on a l'expression de genre. Donc, au-delà de est-ce que je m'identifie comme une femme ou un homme, comment je me présente au niveau de l'habillement, au niveau des bijoux. Je peux avoir peut-être une expression plus féminine, plus masculine ou encore là non-binaire ou encore là fluide. Et ensuite, l'attirance sexuelle. Et l'attirance sexuelle qui n'est pas liée au genre ou au sexe, c'est des choses qui sont indépendantes. Donc, je suis attirée vers les femmes, vers les hommes, vers les deux, vers les personnes non-binaires, peu importe. Et il y a aussi l'attirance sentimentale ou émotionnelle qui peut parfois différer de l'attirance sexuelle. Évidemment, là, moi, je vous présente ça, les grandes lignes, là, pour avoir des détails pour chacun. Je ne pense pas que c'est nécessairement l'objet aujourd'hui, mais je pense que ça clarifie peut-être un petit peu la différente terminologie qu'on utilise. Je continue, ça va? J'étais déjà rendue là? Oui, j'étais déjà rendue là. Je voulais aussi mentionner, là, on entend des fois la dysphorie de genre. Donc, je vous ai mis des définitions. Je trouve ça quand même pertinent d'en parler. La dysphorie de genre, c'est un diagnostic au niveau de la santé mentale quand des personnes trans ou non-binaires éprouvent une détresse clinique qui est associée à leur identité. Par contre, ce n'est pas parce qu'on est une personne trans ou une personne non-binaire qu'on souffre de dysphorie ou qu'on a automatiquement un diagnostic. Donc, puis là, j'ai mis la phrase en vert que je trouve particulièrement importante. La non-conformité au genre, ce n'est pas un trouble de santé mentale. Donc, ce n'est pas parce qu'on est trans, parce qu'on est non-binaire ou parce qu'on est fluide qu'on a un trouble de santé mentale. Ce que ça veut dire pour nos services, entre autres, là, je fais une parenthèse, là, mais ça veut pas, c'est pas nécessairement quand on a des usagers qui sont trans ou non-binaires, c'est pas nécessairement santé mentale qu'on va leur offrir des services, ça peut être dans n'importe quel soin, n'importe quel service. Donc, après ça, le stress minoritaire, donc, c'est un stress que vivent beaucoup de personnes de la diversité sexuelle et de genre parce que c'est une conséquence de la discrimination et du harcèlement que ces personnes-là peuvent vivre au travail, dans leur vie de tous les jours. Donc, la dysphorie, le stress minoritaire, c'est pas la même chose. Je trouve ça quand même important de le mentionner. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, les distinctions par rapport à ça. Ce n'est pas parce qu'on est trans ou non-binaire qu'on souffre de dysphorie. Par contre, il y a des bonnes chances qu'on souffre de stress minoritaire parce qu'on vit dans la société qu'on vit. Et oui, il y a du harcèlement, il y a de la discrimination, il y a de l'ignorance, tout ce que vous pouvez imaginer. Je continue. Je trouve assez intéressant aussi de vous, tu sais, au niveau des statistiques, il y a comme, c'est pas clair quand on regarde les statistiques. Quand on regarde, je pense que c'est Statistique Canada, ça nous dit qu'il y a 4% de la population qui ferait partie là, des communautés LGBTQ+. Il y a d'autres sondages qu'on va jusqu'à
13% de la population. Donc, c'est difficile d'avoir des données exactes parce que ce n'est pas nécessairement des informations que les gens vont donner parce que c'est fluide et tout ça. Mais c'est ça. Dans les chiffres, ce qu'on nous dit, c'est entre 4 et 13% de la population ferait partie des communautés LGBTQ. On a fait un sondage à l'interne, l'équipe EDI, l'année passée. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Et on a eu à peu près comme 1840 répondants qui ont répondu. On avait des questions sur l'orientation sexuelle et sur le genre. C'est quand même intéressant de voir que là, on avait 90% des gens qui ont répondu qui indiquaient avoir une orientation hétérosexuelle. Donc, à peu près comme 10% qui étaient une orientation différente. Et au niveau du genre, c'est quand même intéressant de voir, là, oui, on en a des personnes dans notre établissement qui s'identifient comme non-binaires, fluides ou autres. Donc, peut-être qu'on n'en a pas dans nos équipes, peut-être qu'on n'en côtoie pas, mais certainement qu'il y a des personnes dans notre établissement. Ensuite, rapidement, on avait quand même certains résultats à notre sondage qui étaient intéressants. Puis là, je pense à notre rôle de veilleur. Donc, dans le sondage, il y a 400 personnes qui ont dit ne pas être d'accord avec le fait que les comportements discriminatoires sont découragés dans mon organisation. Et dans ce nombre-là, on avait 16% des gens qui s'identifiaient à la diversité sexuelle et de genre. Ensuite, 20% des personnes qui sont en désaccord avec « je sens que le CIUS tient compte de mes particularités pour adapter ses pratiques afin de me permettre de réussir et de m'épanouir », bien, 1/5 de ces personnes-là s'identifiaient à la diversité sexuelle et de genre. Ensuite, du nombre de personnes qui s'est dit d'accord avec « au CIUS, je me suis sentie discriminée » en raison de mes caractéristiques personnelles, bien, on avait le quart de ces personnes-là qui s'identifiaient à la diversité sexuelle et de genre. Donc, ce que ça nous laisse croire à ces données-là, c'est que oui, on a des gens de notre communauté interne qui font partie de la communauté de la diversité sexuelle et de genre et qui sentent qu'ils sont discriminés, qu'on ne tient pas compte de leurs particularités. Donc, je trouvais ça intéressant de vous présenter ces données-là. Avant d'aller plus dans les outils, et dans les outils, là, je vais parler plus de définitions, mais par rapport à ce que j'ai présenté jusqu'à présent, est-ce que vous avez des questions ou des réactions? Ça va? OK, je continue. Donc, dans les outils, je voulais vous parler de l'écriture inclusive. Peut-être que vous le savez déjà, on a plusieurs outils pour l'écriture inclusive dans l'établissement. Pourquoi l'écriture inclusive? Bien, c'est pour s'adresser à des groupes diversifiés, pour que tout le monde se sente inclus, incluant les personnes dont on ne sait pas le genre ou les personnes qui sont non-binaires. Et puis aussi, l'écriture inclusive, je continue, il y a une position qui a été prise dans l'établissement de privilégier l'écriture inclusive. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais autant que possible, on souhaite qu'on privilégie cette écriture-là. Tranquillement, le service des communications est en train de faire des changements, notamment, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais dans l'Express, c'est maintenant écrit dans une écriture inclusive et de plus en plus, on essaie d'avoir nos outils, nos publications écrites en écriture inclusive. Si vous allez dans la section intranet, on a une section EDI dans l'intranet. On a un outil aide-mémoire qui a été fait par notre service des communications, super simple. Et puis justement, c'est la liste là, ben, pas des outils, mais comment on fait pour écrire de manière inclusive. Et puis, une formation de 45 minutes sur l'ENA, donc qui est accessible à tout le monde, qui est gratuite, qui est une formation super facile et pratique à faire. Et puis, juste pour votre information, il y a tellement d'établissements qui veulent avoir accès à notre formation parce que pour l'instant, c'est juste notre organisation. Mais là, on travaille, ben, je dis on, c'est pas moi, c'est le service des coms pour la rendre disponible à l'ensemble des CCCIUS du Québec parce que c'est quelque chose qu'on souhaite faire dans plusieurs autres établissements et là-dessus, on est comme un petit peu à l'avant-garde.
Le seul petit enjeu, Chantal, je vais te donner la parole juste pour finir pour l'écriture inclusive, pour dire que quand là, tu sais, l'EDI plus large, hein, on est aussi, on veut aussi être inclusif, excusez-moi, pour les personnes qui ont des difficultés au niveau de la compréhension, au niveau de la lecture. Des fois, l'écriture inclusive, ça peut être un petit peu plus ardu dans la lecture. C'est qu'on essaie quand même de faire attention à ça. Et dans l'aide-mémoire, quand même, là, on mentionne ça, puis on souhaite être aussi soucieux de ne pas avoir des textes qui sont trop lourds. Mais quand même, les outils qui sont proposés, les exemples, les pratiques qui sont proposées par notre service des communications tiennent compte aussi de cette préoccupation-là. Chantal, tu voulais me parler. J'ai levé la main, mais je voulais applaudir du fait que la formation de 45 minutes de Léna serait disponible. Je trouvais ça vraiment intéressant de l'offrir. Ouais. Super, merci. Oui, c'est une Donc, belle Par contre, reconnaissance. Geneviève, il y a Marie-Pierre qui a posé une question dans le clavardage. Donc, elle demande si nous avons fait la formation sur l'écriture épicène de l'OQLF. Est-ce que la formation ENA est tout de même pertinente à suivre? C'est une excellente question. Je ne sais pas. Je crois que oui, parce qu'il me semble, il faudrait juste que je retourne voir Marie-Pierre, je vais aller voir. Je pense que notre formation est basée, mais je vais aller voir parce que nous, l'établissement a choisi de ne pas utiliser le point médian. Fait que je ne sais pas si c'est ça qui est recommandé par l'OQLF. C'est ça, je ne suis pas sûre. Parce que le point médian, justement, parce que ça ajoute une... Pardon, c'est les doublets complets OK. dans le texte ou les doublets abrégés dans les tableaux et les figures, par exemple. OK, c'est proche dans ce cas-là. Hélène. Oui, ben, je cherche l'aide-mémoire parce que moi aussi, j'ai fait la formation d'écriture inclusive, les épicènes, puis je suis beaucoup ce que fait l'Office de la langue française. Mais là, malheureusement, j'ai un peu de misère à chercher dans l'intranet, je ne trouve pas votre aide-mémoire. OK. Section équité, diversité inclusive. Oui, si vous allez dans la page intranet EDI, puis de la section écriture inclusive, lorsque vous ouvrez la section mais elle est où la page EDI? Ouais. Je vais vous l'envoyer à la fin. OK, parfait. OK, je vais vous envoyer. Pas de problème. C'est ça, j'ai fait une feuille avec tous les liens directs pour les endroits. Puis si jamais on a un petit peu de temps à la fin, là, j'irai vous le montrer directement à l'espace intranet. Parfait, merci beaucoup. Je crois que Marie-Pierre a collé le lien de l'intranet dans le clavardage. Merci, Marie-Pierre. Merci. Ensuite, j'irai avec... Attendez, ça ne fonctionne plus. Est-ce que ça change pour vous? OK. Je suis allée trop vite. Non. Pour vous parler de l'outil qu'on a fait sur les premières interactions, je vais aussi commencer avec un petit vidéo. OK. Petit vidéo. La misère avec ma souris, OK. Est-ce que vous le voyez, la vidéo? OK. Oui. Pour ce qui est du nom et du prénom et des pronoms, je trouve que c'est ce qui est le plus crucial dans une transition, mais ce qui est le moins bien compris en même temps. Donc, souvent, le monde, il sous-estime un peu à quel point c'est important pour quelqu'un en transition de bien se faire genrer, donc avec les bons pronoms comme, admettons, il, elle ou même yel. Il faut s'enlever de la tête que c'est juste les personnes trans qui ont des pronoms. Souvent, le monde, ils comprennent même pas qu'ils ont des pronoms aussi. Admettons, il, elle, c'est pas parce que tu t'identifies à ces pronoms-là que c'est moins des pronoms. Puis, justement, le fait de normaliser ça sur des plateformes, admettons, sur Zoom, parce que là, on est littéralement juste sur Zoom, là, mais en parenthèse à côté de ton nom. Quand t'envoies des courriels en parenthèse, sur tes bios, parce qu'Instagram a sorti une nouvelle mise à jour qui fait que tu peux mettre tes pronoms. Il y a une place désignée pour ça, donc bravo Instagram, mais aussi bravo toute personne cisgenre qui va mettre ses pronoms quand même. Puis il faut aussi pas penser que
c'est s'approprier une douleur ou un vécu parce que ça fait juste nous aider à ne pas mettre on the spot encore les personnes trans qui, ça va juste être elles, tu sais, qui auraient leur pronom sinon, donc on sait direct qui sont trans et non. Donc c'est ça le but, c'est de le rendre normal, puis de le rendre comme, c'est quoi ton nom? Ben c'est quoi tes pronoms? Ça vient juste de même. Je retourne au PowerPoint. Vous voyez l'écran? Oui. Super. Donc, je reviens à mon outil, mais je trouvais quand même que le témoignage de Mika venait placer là, un élément important là, qui est la question des prénoms et des pronoms. Sarah, tu as une question? Je vais donner la parole à Sarah avant de poursuivre. Oui, j'ai une question. Tu sais, mettons, quand on écrit un courriel, tout ça, là, je sais que ça peut avoir l'air bizarre comme question, mais comment qu'on fait pour que, quand on signe notre nom, on a tout de suite, mettons, notre pronom? Tu sais, j'ai vu ça des fois dans des courriels, là. Fait que j'aimerais ça être capable de pouvoir l'afficher instantanément, puis pas obligé de tout le temps l'écrire. OK. Si tu veux, Sarah, là, je vais le mettre dans ma petite feuille à la fin d'outils. Je vais faire une petite, des petites notes là, sur comment faire une signature. OK. Donc, on a fait un outil, comme je vous dis, là, je l'ai mis, vous le voyez en photo, l'outil, mais vous allez avoir le lien éventuellement aussi, il est dans l'intranet. Donc, dans l'outil, on a il y a des petites choses simples quand même. On a l'habitude, hein, bonjour monsieur, bonjour madame, on a été élevé comme ça, c'est ancré dans notre façon de faire. Des fois, c'est juste des petites différences, hein, au lieu de dire bonjour madame, bonjour monsieur, c'est bonjour, est-ce que je peux vous aider? Quand on appelle quelqu'un au téléphone, c'est sûr que c'est plus, mettons, par rapport à des usagers, là, au lieu de est-ce que je peux parler à monsieur Tremblay, madame Tremblay, ben, est-ce que je peux parler on dit le nom au complet. Donc, il y a des petits trucs comme ça dans l'outil sur comment s'adresser aux personnes. Là, je ne les nommerai pas tous ici. Je vais vous conseiller d'aller voir l'outil. Il y a aussi des petites indications sur qu'est-ce que je fais si le prénom ou le sexe de la personne est différent que... Bon, là, je me suis mal exprimée. Si la personne se présente et j'ai l'impression qu'elle pas j'ai l'impression, mais elle n'a pas le même nom que sur sa carte, le même prénom, ou le genre est différent, qu'est-ce que je fais? Donc, on donne des indications aussi. Là, c'est plus dans votre rôle d'employé, mais tout ça est dans l'outil. On parle aussi de la question de la confidentialité de l'information, hein. Puis là, je vous ai mis une citation qui vient des lignes directrices que je trouve très, très parlante. Donc, tu sais, l'affirmation de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, c'est quelque chose qui est confidentiel. Donc, c'est la personne qui choisit à qui, à quel moment, hein, elle veut révéler ça. Donc, si quelqu'un nous partage, nous, dans un échange personnel, une information sur soit son orientation ou son identité de genre, ça ne veut pas dire qu'après ça, moi, je peux aller dire ça à tout le monde. C'est toujours la personne qui va décider quand et à qui elle veut faire cette révélation-là. Et ça, pour respecter ça, autant dans notre travail. Dans le travail, ça veut dire que, là, j'empiète un petit peu, là, mais ça veut dire qu'avant de l'écrire au dossier, par exemple, ou avant d'aller dire à mon collègue que la personne, elle est trans, ben, je vais valider avec elle si elle est d'accord. Pour ce qui est de nos collègues, ben, ça veut dire, comme je vous ai dit, on n'ira pas dire ça à tout le monde. C'est la personne qui va décider quand et comment elle veut le dire. Et c'est très différent d'une personne à l'autre, hein. Il y a des personnes qui sont très, très à l'aise, qui vont en parler ouvertement, facilement. Et il y a d'autres personnes qui préfèrent qui voient ça comme quelque chose de plus privé, qui ne souhaitent pas nécessairement en parler. Donc, ce n'est pas à nous de décider ça. Puis, disons que pour conclure, là, je dirais, ne pas présumer, hein, quand on s'adresse à quelqu'un, on va dire: «Hey, as-tu un chum? As-tu une blonde? C'est qui le père de ton enfant? C'est qui la mère?» En tout cas, ça dépend du contexte, mais on présume du genre de la personne. On va
par la voix, des fois au téléphone, on va présumer de l'orientation sexuelle. Et ça, c'est pas nécessairement parce qu'on n'est pas ouvert ou parce qu'on est. C'est juste parce que c'est par habitude, puis notre cerveau, il va vite, puis on fait des associations rapides. Donc, une des recommandations, c'est d'essayer justement d'arrêter de présumer de ces choses-là quand on parle à quelqu'un et d'utiliser des termes neutres. Hein? Est-ce que tu as un partenaire? Bon, sur nos formulaires, on veut avoir parent 1, parent 2 au lieu de père-mère. Donc, tout ça, c'est tout décrit dans le petit outil. Et puis ensuite, Marilyn. Je vais me permettre une question, Geneviève. Oui. En lien avec ce que tu viens de présenter, par exemple, je comprends qu'il faut respecter la confidentialité. Si on se retrouve dans une situation où on sait qu'il y a quelqu'un qui a, par exemple, une autre orientation sexuelle, puis mais que ce n'est pas connu d'un groupe, puis qu'il y a quelqu'un qui fait une joke là-dessus, puis là, on est mal à l'aise. Fait que là, est-ce qu'on peut dire, tu sais, fais attention, est-ce qu'on va dire à la personne qui a fait une joke, tu sais, fais attention de ne pas faire ce genre de joke-là? Est-ce qu'on peut dire, attention, il y a quelqu'un dans le groupe? Comment on travaille ça, dans le fond, avec dans ce genre de situation-là? J'adore ta question, Marilyn. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait essayer de répondre? Sans obligation, là. Oui. Chloé. Ah oui, Damien est En deuxième. premier, ouais. Ouais. En fait, ça se dit juste de dire, ça se fait juste de dire, écoute, c'est pas approprié la joke que tu viens de faire. On n'est pas obligé de mentionner qu'il y a quelqu'un dans le groupe, que ça sera. Parce que c'est pas approprié, peu importe qu'il y ait quelqu'un dans le groupe ou non. Donc, moi, je ferais juste mentionner ça sans nécessairement mentionner qu'il y a quelqu'un dans le groupe qui n'est pas à l'aise avec ça. Super réponse. Merci, Chloé. Damien? Oui, moi, j'allais pas mal dans le même sens que Chloé, dans le sens de peut-être d'y aller de façon générale sans. Effectivement, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un dans le groupe qui serait concerné ou qu'il ne le serait pas. Je pense qu'il faut quand on a une situation qu'on remarque, peu importe qu'il y ait quelqu'un dans le groupe, ce serait de le dire, mais de façon générale. Donc, moi, je suis assez d'accord avec Chloé, j'ai la même vision qu'elle. Ouais, super, merci Damien aussi. J'allais dans le même sens aussi. Je pense que là, c'est comme des microagressions, hein, dans le fond. On est dans une situation de microagression, puis ce qui est recommandé, hein, c'est quand il y a une microagression, on est témoin, c'est qu'il faut intervenir, là. Évidemment, là, là, ça peut être toutes sortes de situations, mais j'irais dans le même sens que Chloé et Damien. Merci. J'en ai une autre. Oui. En lien avec ça encore, si on est dans le contexte de travail, puis qu'on a un courriel à adresser à quelqu'un, puis qu'on ne sait pas, dans le fond, est-ce que c'est une identité, on ne sait pas son identité. Je trouve que des fois, ça fait un peu intense de faire « Bonjour Geneviève Guindon » quand on adresse le courriel. Est-ce qu'on est mieux, parce que là, comme tu le disais tantôt, des fois, c'est la formule de politesse qu'on veut faire. Est-ce qu'on est mieux de juste dire « Bonjour » sans rien dire? Est-ce que, tu sais, comment vous voyez ça au niveau de l'ouverture d'un courriel, par exemple? Excellente question, encore une fois. Chloé, tu as levé la main. En fait, moi, je suis agente administrative, donc ça m'arrive assez régulièrement de devoir envoyer des courriels dans ce genre-là. Bonjour, virgule, est une très belle façon de commencer un courriel. On n'est pas obligé de toujours mettre... c'est ça qu'on apprend à l'école aussi, en fait. C'est vraiment pas obligatoire de dire bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour telle personne. Bonjour, virgule, est une très belle façon de commencer un courriel. Super, super réponse, merci. Puis même, vous allez remarquer qu'on a récemment, justement, parce que les gens se posaient cette question-là, dans l'intranet de l'établissement, dans la section communication, on est allé modifier les outils, les lettres officielles et tout ça pour justement remplacer bonjour madame, monsieur par bonjour, puis à la fin, veuillez agréer. Là, on a enlevé le monsieur, madame. Là, je n'ai pas exactement, là, je ne le dis pas bien, mais fait que oui, je pense que c'est ça, on souhaite. Ça fait partie de l'écriture inclusive. Joël. Joël, oui.
Oui, bien, en fait, je pense que vous venez de le nommer, mais dans la formule de politesse qu'on nous apprend là, comme agente administrative, là, quand on fait nos cours ou quoi que ce soit, tu sais, veuillez agréer madame, monsieur, là. J'avais posé justement j'avais envoyé une question via intranet parce que cet ajustement-là dans les normes visuelles n'avait pas été fait. Puis c'était OK. la seule chose que je me questionnais, moi. Mais moi, je l'ai enlevé d'emblée, le monsieur, madame, pour justement, après avoir eu la formation de l'écriture inclusive. Mais je me questionnais si ça avait été ajusté, mais je pense que vous l'avez dit, hein, ça avait été corrigé au niveau des normes. Ben là, tu me fais douter, là, mais je pense que oui, mais c'est sûr que je vais aller revérifier, mais ça devait être fait en tout cas. Mais je vais aller Geneviève, revérifier. tu n'as pas besoin d'aller vérifier. Marie-Pierre, qui est très efficace sur l'intranet, Yes. vient de coller effectivement. Là, c'est tiré de l'outil, mais ça a été modifié. Donc, il y a la salutation, puis il y a la formule de politesse à la fin qui a été modifiée. Super. Merci, Marie-Pierre. Œil de lynx. Je continue. Puis, tu sais, j'ajouterais peut-être juste pour, tu sais, c'est super intéressant toutes les questions qu'on se pose. Puis je pense que, tu sais, juste de se poser la question, là, c'est un super bon départ. Des fois, on va peut-être se tromper, on ne sait pas trop, mais justement, on se pose la question, on vérifie qu'est-ce qui est disponible, on demande, là, tu sais, je pense que c'est la bonne stratégie. Fait que je continue, je vois le temps qui file, mais j'ai presque fini. Dans l'outil aussi qui va être disponible, que Marie-Pierre a peut-être déjà mis dans la conversation, mais tu n'es pas obligée, Marie-Pierre, parce que je vais le faire à la fin. On a quelques définitions qu'on a ajoutées. Tu sais, des définitions, il y en a beaucoup. Et puis, si vous voulez, je vais aussi vous mettre un lien vers un lexique là, beaucoup, beaucoup plus détaillé. Ce qu'on précise dans l'outil, c'est bon, là, on l'a vu, c'est la différence entre le sexe assigné à la naissance, l'identité de genre, l'expression de genre, donc je ne répéterai pas, on l'a déjà vu. L'orientation sexuelle, hein, le fait que ça soit indépendant du sexe ou du genre. On entend des fois une personne cisgenre, tu sais, versus personne trans. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent se risquer sur c'est quoi une personne cisgenre? Dans le fond, la personne cisgenre, c'est la personne que son genre correspond au sexe assigné à la naissance. Donc, c'est comme un peu comme en opposition à une personne trans où là, ben, il y a eu une transition. Fait que vous allez entendre des fois, on vit dans une société cis-normative, tu sais, parce que tout est pensé en fonction des personnes cis. La distinction entre hommes, femmes, non-binaires aussi, j'en ai parlé tantôt. Ce qui est intéressant, morinommé, morigenré. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que ça veut dire? On apprend des nouveaux mots. Chloé, Je m'excuse, j'ai l'impression que je parle beaucoup. c'est correct, c'est parfait. Morinommé, c'est utilisé, dans le fond, généralement, ça va être quand c'est un nom qui était attitré à la naissance, là, assigné à la naissance, mais qu'on a un nouveau nom qu'on utilise, qu'on préfère, le nom qui est plus souhaité. C'est d'utiliser l'ancien nom, dans le fond. C'est grosso modo ça. Puis le genre, c'est à peu près la même chose. Généralement, ce qui est utilisé, c'est mégenré, par contre, plus que morigenré. Ah oui, c'est moi qui ai fait une erreur. C'est mégenré, dans le fond, c'est tout simplement que ce soit volontaire ou non, d'utiliser, d'assumer que le genre est le mauvais, dans le fond. Oui. Une chance, je n'ai pas envoyé le PowerPoint, hein? C'est pour ça que je ne voulais pas l'envoyer avant. Donc, c'est morinommé et mégenré. Merci, Chloé. Puis, tu sais, c'est intéressant, morinommé, là, ça vient de. Parce qu'en anglais, on dit le dead name, hein? Tu sais, le prénom qu'on n'utilise pas. Fait que c'est comme utiliser le nom mort, dans le fond, là. Ensuite, rapidement, au niveau de la transition aussi, je trouvais ça intéressant. Donc, quand on parle d'une transition, c'est le processus, hein, c'est un processus d'affirmation de genre par lequel une personne trans affirme une identité de genre qui est différente de celle assignée à la naissance. Il y a
il y a différents types de transitions. Donc, la transition sociale, c'est quand une personne va commencer à changer sa présentation pour que ça reflète plus son identité ressentie, son identité choisie. Donc, des fois, c'est dans l'habillement. Des fois, la personne va changer de prénom, va utiliser un autre pronom. Ensuite, on a la transition légale, où est-ce que là, quelqu'un peut demander un changement de mention de sexe sur l'acte de naissance ou de mention de prénom. Et ensuite, on a la transition médicale qui implique soit la prise de médicaments ou une ou des chirurgies. Et puis, tu sais, une personne trans peut choisir de faire les 3 types de transition, peut choisir d'en faire seulement qu'une. C'est pas nécessaire pour se dire une personne trans, c'est pas parce qu'on a eu nécessairement une chirurgie, hein, c'est pas obligatoire. Donc, c'est pas un parcours qui est unique, hein, chaque personne a un parcours différent. Fait que, tu sais, des fois, on a l'impression que même si le changement n'a pas été fait légalement, hein, d'une personne, si elle n'a pas changé légalement son acte de naissance, nous, comme là, je suis plus dans notre position d'intervenant ou de collègue, mais on n'a pas à exiger que la personne ait fait son changement légal pour pouvoir la traiter comme elle souhaite être traitée. On arrive vers la fin. Juste avant, peut-être, est-ce que vous aviez des questions plus sur la question de la transition? Puis, tu sais, là, moi, je vous résume ça, là, dans les lectures, si vous voulez en savoir plus, tous les détails, il y en a. Peut-être que j'en profiterai pour vous dire qu'au niveau de la carte d'assurance maladie, pour l'instant, hein, il n'y a pas, mais ça s'en vient qu'on va avoir aussi, les personnes vont avoir le droit justement d'avoir une carte d'assurance maladie qui reflète le genre choisi. Donc, il y a des travaux en cours par rapport à ça. Ça va pour ça. Je continue avec les ressources. Donc, dans notre intranet EDI, on a des ressources. Comme je vous dis, là, moi, je vais tout vous envoyer ça par la suite. Pour les formations, il y a la formation Transdiversité, qui est une formation en ligne gratuite. C'est 3 modules. En tout, c'est 5 heures, mais vous pouvez les faire de façon séparée. Et puis, c'est une formation qui a été bâtie là, exprès pour le réseau de la santé et des services sociaux. Puis, pour votre information, c'est Annie-Pauline Sansfaçon là, qui a monté cette formation-là avec plusieurs autres personnes, mais elle a utilisé, entre autres, un sondage qu'on avait fait dans notre établissement sur la diversité sexuelle et de genre là, au début des travaux de l'UETMIS. Ensuite, c'est la formation de l'INSPQ qui s'appelle Sexe, genre et orientation sexuelle, comprendre la diversité. La première heure de cette formation-là, elle est gratuite, elle est en ligne. Et je vous dirais, ce qui est particulièrement intéressant de celle-là, Transdiversité est super intéressante, mais celle de l'INSPQ, c'est qu'il y a tout le volet aussi comme un peu historique. Tu sais, des fois, on a l'impression que c'est nouveau, les personnes trans, ça n'existait pas avant, là, mais ils présentent tout comme toute l'historique ancienne et c'est super intéressant aussi, ça vient comme ajouter plus d'informations. Sur l'ENA, il y a aussi différentes formations, le plus peut-être, tu sais, pour les personnes qui font de l'intervention, mais notamment pour les personnes âgées. Je pense, il me semble qu'il y en a une aussi sur la violence en lien avec les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Donc, si vous allez fouiller sur l'ENA, vous pouvez trouver différentes formations. Il y a toutes sortes de formations plus précises qui existent. Peut-être plus pour des personnes qui sont en intervention ou pas juste en intervention, mais ça, puis l'équipe EDI, on a une liste de toutes ces formations-là. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse dans votre travail, vous pouvez nous écrire, puis on peut vous accompagner là, dans l'identification des formations qui sont pertinentes pour vous ou vos équipes. Ensuite, au niveau des organismes, vous connaissez peut-être Transestrie à Sherbrooke, Divergence, c'est à Granby. Il y a le GRI qui est plus au niveau de la diversité sexuelle, excusez-moi. La Coalition des familles LGBTQ, ils ont beaucoup d'outils, notamment auprès des jeunes, super intéressant. Interligne, il y a une ligne d'écoute, entre autres. Beaucoup d'outils. Fondation Émergence aussi, beaucoup d'outils si jamais vous cherchez des outils.
Est-ce que ça va pour ça? Pour terminer, ben, j'ai une petite vidéo que je vais vous présenter, là, c'est Marilyn qui va la présenter, mais juste pour dire, si vous avez des questions, des suggestions, peu importe, des questionnements, des réactions là, que vous n'avez pas le temps de partager aujourd'hui, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse EDI. On va vous répondre rapidement. Et puis, avant de vous présenter la petite vidéo, moi, c'est ça, je vais vous faire suivre là, cet après-midi le PowerPoint corrigé et aussi sur une feuille là, tous les outils que j'ai mentionnés avec les liens. Ça va pour ça. Fait que Marilyn, je te donne le contrôle de Merci. l'écran. Je vais pouvoir partager le dernier vidéo. Juste avant aussi de le partager, par exemple, s'il y en a qui doivent quitter, j'ai mis le sondage d'appréciation de la rencontre dans le clavardage. On vous demande encore une fois de le compléter pour que je puisse retourner ces informations-là à Geneviève par la suite. Donc, je vous présente la vidéo, c'est 1 minute et demie. J'inclus le son et je vous partage ça. Merci, Marilyn. Voici 4 conseils pour être une bonne personne alliée pour les communautés LGBTQ+. 1. Respectez les identités de tout le monde. Vous savez qui vous êtes. Donc respectez le fait que les autres personnes savent qui elles sont. Pour respecter l'identité d'une personne, utilisez le vocabulaire que cette personne utilise pour se décrire et faites place aux pronoms. Pour cela, vous pouvez présenter vos pronoms dans la conversation, dans votre signature courriel, dans vos réseaux, etc. 2. S'informer et se sensibiliser. Il existe une infinité d'outils qui peuvent vous permettre d'élargir vos connaissances et de mieux comprendre les réalités des communautés LGBTQ+. Apprenez la signification des lettres LGBTQ+. Demandez-vous pourquoi on célèbre la fierté, regardez des films ou des séries où des personnages LGBTQ+, sont représentés et écoutez des podcasts qui partagent des témoignages. 3. Prendre conscience de ses privilèges. Pour être une bonne personne alliée, il faut prendre conscience de tous les privilèges que l'on peut avoir en tant que personne non LGBTQ+. Par exemple, selon des études, une personne hétérosexuelle subira moins de discrimination dans les secteurs du logement et du travail. En réalisant nos privilèges et nos identités marginalisées, on devient plus sensible aux difficultés auxquelles les autres sont confrontés et à la façon dont on peut les soutenir. 4. Agir. Lorsque vous êtes face à une situation de stigmatisation ou de discrimination envers une personne LGBTQ+, prenez action. Que ce soit par la parole ou les actes, il est important d'agir, de soutenir et d'écouter les personnes LGBTQ+. Merci, Marilyn. Donc, je la trouvais le fun, la petite vidéo. Comme veilleur, je pense que la position d'allié est comme super pertinente. Puis même si on n'est pas veilleur, ce l'est encore, mais je trouve d'autant plus comme veilleur. Fait que je ne sais pas si vous avez des questions, commentaires avant de terminer. En termes de commentaires jusqu'à présent dans le clavardage, il y a des merci beaucoup, atelier très intéressant, très instructif. Chantal. Oui, bonjour. Il y a des nouveaux agents et de nouvelles gestionnaires à qui je m'apprêtais à envoyer un courriel le faisant un copier-coller de la signature d'un message électronique là, dans intranet 0.5.2 et à côté du nom de la personne, il n'a pas la petite parenthèse il, elle ou il ou en tout cas. Est-ce que ça va devenir, est-ce que je suis mieux de leur en parler tout de suite, de le mettre comme exemple ou d'attendre que ce soit vraiment officiel dans l'intranet? Bien, tu me diras si je réponds à Chantal, là. C'est pas quelque chose qui va devenir obligatoire là, de mettre le prénom, excusez-moi, le pronom privilégié dans l'adresse courriel. Donc, c'est quelque chose qu'on propose. On encourage des gens à le faire. Parce que comme Mika disait dans le témoignage, ça vient normaliser le fait qu'on utilise, qu'on précise les pronoms qu'on préfère. Donc, mais tu pourrais le suggérer. Je pense que on peut toujours le suggérer. Puis après ça, c'est aux personnes de décider si elles souhaitent le faire ou pas. Parfait. Ça répond. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires?
Avez-vous trouvé la présentation intéressante? Est-ce que vous avez appris? Chloé? Ben, moi, je voudrais juste dire que je trouve ça vraiment intéressant de, pour une fois, avoir quelque chose qui va vraiment... parce qu'on a beaucoup d'outils au niveau des interventions, au niveau des usagers et tout ça, mais là, d'avoir quelque chose un peu plus axé sur les collègues, je trouvais ça vraiment très intéressant. Donc, merci beaucoup, Geneviève. Merci, Chloé. Chantal, ah non, oui, Chantal C'est avait la la même main encore, main, mais hein. c'est la même main, je pense, effectivement. Donc, ça ferait le tour. Merci pour votre écoute, puis gênez-vous pas si jamais, n'hésitez pas à nous contacter, soit l'adresse courriel EDI ou là, ça peut être moi directement aussi, là, pas de problème. N'oubliez pas non plus de compléter le sondage. Puis comme Geneviève vous disait, l'enregistrement de la rencontre va être disponible aussi. Là, je vais vous l'envoyer par courriel à la fin de la journée. Donc, si vous voulez partager les outils, je vous le rappelle, c'est une sensibilisation qu'on se veut qu'il soit plus large que notre groupe. Donc, n'hésitez pas à partager et à en parler autour de vous. Merci beaucoup pour votre présence et votre participation. Bonne journée. Merci tout le monde. Merci. Bye bye. Bonne journée.